Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, l'activiste des droits de l'homme Béatrice Nyamoya est enfin libre après une semaine de détention au cachot du Service national des renseignements, une décision saluée par bon nombre de Burundais, dont le mouvement des femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Destruction méchante ou démolition des maisons anarchiquement construites, plus d'un s'interroge sur les raisons qui se cacheraient derrière ce projet de Gitega. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse d'un architecte burundais qui s'est entretenu avec la RPA. Dans ce journal, nous vous parlerons également du refoulement d'une dizaine de familles burundaises demandeurs d'asile par le gouvernement tanzanien. Bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir. Page sécurité pour commencer. Une personne a été tuée à coups de machette la nuit dernière sur la colline Gakelekwa de la zone Butahana, en commune Mabayi de la province Chibitoke. La victime est un septuagénaire nommé Jean Ludakemga. Il a été tué vers 19h30 alors qu'il rentrait chez lui après avoir clôturé la journée de travail à son kiosque commercial. Jean Ludakemga serait victime des croyances obscurantistes. Il y avait peu de jours qu'il venait d'échapper de justesse à une attaque de personnes armées de fusils qu'il accusait de sorcellerie. Les informations sont confirmées par l'administration locale et deux personnes ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. Et en page droits de l'homme, Béatrice Nyamoya, une défenseuse des droits de la femme au Burundi, est libre depuis le matin de ce vendredi, après 6 jours de détention au cachot du Service national des renseignements à Bujumbura. Béatrice Nyamoya avait été arrêtée par les agents de la documentation à l'aéroport Mettion de Bujumbura le 20 novembre dernier, alors qu'elle revenait d'un voyage. De son côté, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi salue la libération de cette activiste. Maître Immaculée Hunja, présidente du dit mouvement, demande ainsi au gouvernement du Burundi de rendre également justice à tous les autres citoyens qui croupissent dans les différentes prisons, surtout les femmes incarcérées illégalement. Suivez Maître Immaculée Hunja, présidente du mouvement MFFPS. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a accueilli avec grande satisfaction la libération de Madame Béatrice Nyamoya, dans la mesure où sa libération intervient au lendemain du lancement de notre campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une campagne que nous avons organisée conjointement avec le collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Notre mouvement demande constamment de mettre fin à ces graves violations des droits de ses citoyens et de respecter ses engagements légaux de protéger les femmes et les filles contre de telles violences. En outre, nous demandons au gouvernement du Burundi de libérer tous les autres citoyens qui croupissent illégalement et dans la misère dans les geôles des cachots inconnus et prisons en violation de leurs droits fondamentaux à la vie, à la dignité, à la libération, à l'égalité et à la bonne justice. Le programme des démolitions des maisons dont la construction est qualifiée d'anarchique cacherait d'autres visées non avouées par le régime en place. C'est l'avis de plusieurs personnes qui suivent de près ce dossier. Pour un expert en construction et aménagement des villes, chaque programme de démolition des maisons des citoyens a des étapes et procédures légales à suivre. Nous avons modifié sa voix pour sa sécurité. Ku bintu biriko biraba bijyanye no kubomora amazu bavuga ko atubatswe mu buryo bukurikije n'amategeko, rero nagira ndabivuge ko ibintu bitatu. Ubwa mbere ni byari ushobora kubomora inzu mu gisagara. En ce qui concerne la démolition des constructions anarchiques, je me suis posé 3 questions. Premièrement, quand est-il nécessaire de démolir une maison en ville? Deuxièmement, que doit-on faire avant de procéder à la démolition? Et troisièmement, comment peut-on aménager une ville sans toutefois procéder à la démolition des habitations? Pour la première question,
On peut démolir une maison de quelqu'un ou une infrastructure publique dans la mesure où ce qu'on envisage est construire a plus d'intérêt public que ce qui était sur place. Deuxièmement, on peut démolir une maison ou une construction quelconque lorsqu'elle est érigée sur ou en dessous d'un objet qui peut lui causer un accident. Par exemple, lorsqu'une maison est construite sous une haute tension ou quand elle est érigée sur une conduite d'eau ou sur les fibres optiques. Dans ce cas, on doit d'abord expliquer aux concernés pourquoi cette construction doit être démolie. On doit aussi l'indemniser et lui montrer un autre endroit où il va s'installer pour éviter qu'il soit jeté dans la rue. urabanza ukagenda ukamusigurira ukamubwira impamvu n'ingaruka mbi mu gihe rero unamusiguriye uramwendaminiza ukamwereka aho ategerezwa kuja kuko uba ubikoze ku neza yiwe kandi ntimushyira mu ibarabara. Et se basant sur une autre récente politique du gouvernement, l'expert qualifie le programme en cours de destruction méchante. Ico cyo kuvuga ko no gutuma basukura umujyi kenagenda bakarorero kejo bundi kajya yejo narabonye amayabaministre yemeje master plan directeur y'umujyi wa Gitega. Parlant des travaux d'assainissement d'une ville, j'aimerais vous dire que j'ai suivi le dernier conseil des ministres au cours duquel les ministres ont approuvé le plan directeur de la ville de Gitega. Normalement, avant de procéder aux travaux d'aménagement ou d'assainissement d'une ville, on doit nécessairement faire un master plan ou plan directeur. C'est ce qu'ils ont fait pour la ville de Gitega. Ce plan, une fois élaboré, doit être exposé à la population concernée. On montre aux propriétaires des parcelles l'image qu'on veut de cette ville dans 30. Celui qui n'est pas capable de construire une maison en étage, il vend sa parcelle pour aller construire là où on n'exige pas de construire des maisons en étage. Tout cela nécessite une étude approfondie des démographes. Ces derniers font des estimations, par exemple, sur l'effectif des habitants de cette ville dans 20 ans ou dans 30 ans et la façon dont elle doit être construite. Ce n'est pas une affaire d'une seule journée ou d'une semaine. Ce qui se passe à Bujumbura aujourd'hui me dépasse. Je n'ai aucune explication là-dessus. Je ne vois pas comment on ose démolir une maison en étage comme celle qu'on a vue alors qu'on n'a rien envisagé à sa place. C'est tout simplement de l'animosité. Rero kuri ibi by'umujyi byo mu gisagara cya Bujumbura yewe nta siguro n'imwe ndabibona nobiha y'ukuntu bariko barahabomora sinumva ukuntu babomora etaje nk'iraha atagahunda ifise atanga iporogaramu yo kubaka harimo n'ubukozi bw'ikibija arivyo vyose. Dans nos éditions ultérieures, vous aurez d'autres révélations sur les contours de ces constructions des maisons dans les différentes régions du pays. Et toujours en page gouvernance, des lamentations fusent chez les commerçants de vivres du marché communément appelé chez Sillon. Ils ont contribué de l'argent pour aménager leur stand, mais 3 ans après, rien n'a encore été fait. Les détails avec Eric Nionzema. Certains commerçants de vivres et fruits qui exercent au hangar dit des zéros au marché communément appelé chez Sion font savoir qu'ils viennent de passer plus de 3 ans à attendre la construction de leur stand mais en vain. Notre source au marché chez Sion indique qu'ils ont payé à hauteur de 720 000 francs pour chaque stand, mais aucune action n'a été menée jusqu'à présent, témoignent de ces commerces. Nous avons déjà payé pour les frais de construction des échoppes, mais rien n'a été fait. Nous avons payé il y a 3 ans pour les uns et non pour les autres. Il y en a aussi ceux qui ont payé plus tard. Nous avons longtemps entendu, mais en vain. Ce qui frustre davantage ces commerçants, c'est qu'ils avaient été signifiés que les travaux devaient débuter dans 1 semaine. Au moment du paiement, l'on nous expliquait qu'en moins d'1 semaine, les shops seraient érigés. Mais ce qui nous étonne beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, l'on nous dit qu'il fallait attendre encore. Plus de 300 commerçants avaient contribué à cet effet, souligne-t-il. L'argent était réceptionné par le petit frère du propriétaire du marché, connu sous le nom d'Ogakiz. Ces commerçants demandent aux propriétaires du marché d'honorer ces engagements, au cas contraire de rembourser leur argent. Actuellement, ces commerçants ne savent plus à quel fin se vouer, d'autant plus que le comité du marché a été limogé il y a quelques années. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, le patron du marché Sion, Nikobili, dit reconnaître les plaintes de ces commerçants. Il explique qu'ils ont en premier temps construit pour les petits commerçants et que les autres doivent attendre
patiemment. Toutefois, ajoute Sion Nikobiri, celui qui a d'autres inquiétudes pourrait contacter une certaine Karine, chargée de l'administration et des finances. Eric Nyonzima, en page société, l'on parle de la suspension de la mesure exigeant les taximotards de Chibitoke à contribuer une certaine somme d'argent destinée à repeindre leurs motos, prise par le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire. Cette décision a enchanté les motards de la place qui avaient décrié ce qu'ils considéraient comme un vol organisé. Des détails avec Francine Mahor. À peu près de 2 semaines de grogne à cause d'une somme de 20 000 francs burundais exigée à chaque taxi motard des communes comme Rugombo, Buganda, Mugina et autres communes de la province de Chibitoke pour que les motos soient peintées. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gervais de la Kobucha, a suspendu cette contribution forcée qui avait été mise en place par le commissaire provincial de la police nommé Magazé. Les mêmes informations en provenance de la province de Chibitoke indiquent qu'en prenant cette décision, le ministre de l'Intérieur s'est aligné du côté des taxis motards en confirmant que cette contribution était un vol qualifié. Ce qui a plu beaucoup ces taxis motards. Nous saluons vivement la décision du ministre de l'Intérieur relative à la suspension de la collecte d'une somme de 20 000 francs burundais exigée aux taxis motards de Rugombo et de Buganda. Nous sommes vraiment contents pour cette décision du ministre et que Dieu le bénisse. Nous pensons que même le désordre qui minait notre métier n'existera plus, qu'il continue dans son chemin pour écouter les problèmes qui hantent la population. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette décision et nous ne savons pas comment exprimer notre joie en tant que taxi motard de Rugombo. Les taxis motards de la province de Chibitoke demandent que la somme de 20 000 francs qu'ils avaient déjà payée les soit remboursée et supplient la justice de les aider à arrêter ces voleurs. Actuellement, nos sources de la province de Chibitoke, faut savoir que les propriétaires des motos et les taxis motards se réjouissent énormément de cette décision du ministre de l'Intérieur parce qu'il donnait également d'autres taxes liées à son métier. Merci à toi, Francine Mahoro. En parlant justement des mesures prises par le ministre de l'Intérieur, tout percepteur d'impôts œuvrant dans le secteur des transports a été sommé de restituer tout l'argent volé dans le trésor public, et ce d'ici ce lundi 29 novembre. La décision a été prise ce 24 novembre au cours d'une réunion que le ministre Gervais de la Kobucha a tenue avec les administratifs et percepteurs de la mairie de Bujumbura. C'est après qu'il a été constaté un détournement de fonds de plus de 50 millions de francs burundais opéré au sein des services chargés de la perception des impôts en mairie de Bujumbura. Suivez. birababaje cyane uno munsi ko umuntu yizerwa bakakubwira ati genda utoze ibintu bishikana mu kigega hanyuma ugacuja muri bimwe vy'ejo bundi. Il est regrettable de voir quelqu'un en qui vous avez placé votre confiance pour collecter l'argent, reproduire les erreurs de ses prédécesseurs, limogés pour détournement de fonds. Par exemple, nos inspecteurs ont découvert que, en 2 mois et demi, c'est-à-dire les mois de septembre, octobre et la moitié du mois de novembre, les percepteurs du service de transport ont détourné un montant de 51 595 000 francs burundais versés par le contribuable. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vraiment, que Dieu leur pardonne. De notre part, nous leur avons pardonné, sinon ils seraient déjà sous les verrous. Le faux et usage de faux est une infraction pénale. Si vous étiez intelligent, vous auriez au moins pu mentionner toutes les entrées et déclarer que vous avez prélevé une certaine somme pour urgence médicale d'un de vos enfants. Mais trouver une somme de 20 000 francs versée par le contribuable, alors que sur les souches, il n'est mentionné que seulement 2 000 prouve que vous l'avez intentionnellement et sciemment fait dans le but de soustraire cet argent à votre profit. C'est pour cela qu'on ne peut pas accepter aucune excuse. Alors, je voudrais informer tous ceux qui ont volé cet argent du contribuable que vous avez jusqu'à lundi pour avoir tout restitué. Si le maire de la ville me dit que cet argent n'a pas été versé sur les comptes de la mairie, nous allons appliquer la loi. Vous devez comprendre que vous avez l'obligation et le devoir de réparer vos erreurs. Ceux qui se sont reconnus coupables doivent présenter une pièce justificative prouvant qu'ils ont remis ce qu'ils devaient. Quant à ceux qui continuent à nier les faits, qu'ils soient remis à la police, car nous allons leur intenter un procès et ils comparaîtront en étant à la prison centrale d'Omhimba. Ceux qui ont reconnu avoir succombé à la tentation, je les félicite car, comme on dit,
Une faute avouée est à moitié pardonnée. Et ça me ferait énormément plaisir d'entendre qu'ils se sont tous acquittés de leurs dettes. Le ministre Gervin de la Kobucha a été repris en français par mon confrère Éloge Divin Rémicha. Une courte pause et nous abordons la page santé de ce journal. La réticence des Burundis à se faire vacciner contre la Covid-19 est le résultat de la non-sensibilisation du gouvernement. C'est en substance les explications données par un spécialiste en épidémiologie tropicale d'urgence, comme Konakudze, qui regrette également que les citoyens ne sont même pas informés sur les vaccins contre la Covid-19 déjà disponibles au Burundi. Suivez comme Konakudze, spécialiste en épidémiologie tropicale d'urgence. Depuis plus d'un mois et demi que le Burundi a reçu environ 500 000 doses de donation de vaccins anti-Covid-19, nous constatons évidemment que la vaccination n'est pas recommandée par le gouvernement jusqu'à maintenant et que un peu plus de 1500 personnes se sont déjà volontairement vaccinées. On peut se demander plusieurs questions pour comprendre les freins de cette vaccination contre la Covid-19 au Burundi. Surtout les freins liés principalement à la méfiance et à l'hésitation de l'État burundais à mobiliser sa population autour de cette campagne mondiale. Il se remarque malheureusement que certains pays, gouvernements, y compris le Burundi, participent à cette désinformation. Évidemment en évitant de faire recours à la technologie dans le domaine. La vaccination d'abord sert à réduire les cas de morbidité et de mortalité dans chaque population afin de désengorger les hôpitaux et de réduire les coûts de soins et les prises en charge sociales. Et aussi, la vaccination évite la transmission entre personnes comme méthode préventive aussi. Car une personne vaccinée aura moins de charge virale dans son organisme. À côté de cela, nous constatons que la population reste bloquée par les croyances religieuses, traditionnelles, des perceptions autour de la discréditation de la médecine occidentale de par le passé colonial, et la méfiance des dirigeants, et les opinions divergentes qui continuent à inonder les médias sociaux. Et ça, on peut toujours citer que la part du gouvernement est énorme. Jusqu'à 50% des populations n'iront pas se faire vacciner car ils auront manqué la voix et la mobilisation et l'implication active des gouvernements. Ce spécialiste en épidémiologie tropicale ajoute que cette négligence face à la vaccination contre la Covid-19 va engendrer plusieurs conséquences au Burundi, car cette pandémie va continuer à décimer la population, vu que ce virus est toujours en mutation, encore une fois, comme Konakudze. Certains pays comme le Burundi, la méfiance et l'hésitation à la vaccination contre la Covid-19 sont bien sûr entretenues par une manque de stratégie cohérente basée sur l'implication scientifique et technologique et laisse maintenant la population à son sort et face à cette pandémie. Alors là, comme conclusion, le pays resterait le foyer infectieux de la Covid-19 avec la multiplication des variants et le virus va circuler librement sans frein et sans méthode de lutte. Et puis après, il y aura toujours un problème entre les dirigeants et le personnel de soins, car il y a les aspects technologiques et médicaux et qui sont confrontés à ces aspects politico-économiques que mène le gouvernement face à la lutte contre la Covid-19 actuellement au Burundi. En page de société, 52 000 personnes ont été victimes des inondations enregistrées entre mars et mai 2021. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle, indique que parmi les besoins les plus urgents chez les sinistrés figurent la nourriture et les abris. Selon OCHA, les provinces les plus touchées sont Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rumonge et Makamba. Les détails avec Éloge Divin Rémicha.
22 000 personnes ont dû se déplacer et quitter leur ménage sur 52 000 qui ont été touchés par les inondations depuis les mois de mars et mai 2021, surtout celles riveraines du lac Tanganyika. À peu près 9 mois après ces inondations, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU révèle que 34% de ces déplacés n'ont pas la nourriture suffisante et 57% sont sans abri. Selon l'Organisation internationale de migration, OIM, à travers le rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, les provinces les plus affectées par ces inondations sont Bujumbura rural, Bujumbura mairie, Makamba et Rumonge. La plupart des familles touchées a été rassemblées à Kinyinya 2 et au site de Sobel, qui avait accueilli d'autres déplacés depuis 2020. Actuellement, l'Organisation internationale de la migration indique que 75% de ces déplacés désirent quitter ce site pour être délocalisés ailleurs. Certains veulent regagner leur lieu d'origine, mais d'autres ne posent point ce choix. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, OCHA, précise que le ministère de la Solidarité nationale est au courant de la situation de ces déplacés, même si peu d'actions ont déjà été menées en leur faveur jusqu'à présent. Merci à toi, Éloge Divin Rémicha. Je vous le disais en titre, la police tanzanienne a pris la décision ce vendredi de refouler 12 familles de Burundais demandeurs d'asile au camp de réfugiés de Nyarugusu. Les réfugiés de ce camp indiquent que cette décision a été prise après le refus du responsable du camp de Nyarugusu du droit de refuge à ces Burundais dans le dit camp. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Ces 12 familles des Burundais demandeurs d'asile au camp des réfugiés de Nyarugusu sont composées d'hommes, femmes et enfants. 4 de ces familles venaient de passer 2 mois dans le dit camp. Elles étaient hébergées dans les ménages de leurs camarades au camp. Les 8 autres familles sont arrivées dans l'après-midi de ce jeudi et se sont présentées à la police qui sécurise ce camp de réfugiés, indique ce réfugié du camp de Nyarugusu. Ces 8 familles sont venues de la province de Rutana. Elles se sont directement dirigées vers la police du camp pour leur sécurité et pour que cette dernière les présente aux responsables du camp pour d'autres formalités. Notre source indique que la police a alors sélectionné certains de ces réfugiés pour interrogatoire et ils ont été sérieusement tabassés. La police a isolé les hommes et les a sauvagement tabassés en leur demandant le motif de fuir leur pays et ce qui les amène en Tanzanie. Mais ce que nous avons pu remarquer, ces gens étaient nouveaux au camp. Il ne s'agit pas de réfugiés qui rentrent au pays pour par après revenir. On ne les reconnaît pas dans ce cas. Par exemple, ils ne savaient même pas où se situe le bureau du responsable du camp. Au lieu de bénéficier l'asile, notre source fait savoir que sur l'ordre du responsable du camp de Nyarugusu, Siasa Majenje, la police a plutôt opéré une fouille-perquisition au camp. Elle a capturé 4 familles et les a mis en détention. Finalement, la police a décidé leur refoulement. Après avoir appréhendé les 4 familles, la police les a placées ensemble avec les 8 autres familles qui étaient déjà à la police du camp. Elles sont donc 12 familles. Mais ce qui nous a fort étonnés, c'est que le matin de ce vendredi, nous avons vu un véhicule de la police de migration arriver à ce poste de la police. Et ils ont décidé de les rapatrier de force. C'est par après que nous avons su que le responsable du camp avait catégoriquement refusé asile à ces Burundais. On a su également que ce véhicule les embarquait à destination du district de Kasuru pour finalement les remettre aux autorités burundaises. Les réfugiés du camp de Nyarugusu plaident pour le strict respect des lois régissant les droits de réfugiés et demandeurs d'asile. Dani Claire, Ilatkumva de la Tanzanie cap sur l'Ouganda pour vous parler de l'administration du vaccin contre le choléra depuis mardi au camp de réfugiés de Naki Valley, une épidémie qui se manifeste dans ce camp depuis quelque temps. Edith Nyomongere pour plus de détails. Ce vaccin contre le choléra a été distribué depuis mardi dernier dans le village de Nyarugugu A, B et C qui ont été touchés par le choléra dans ce cas de Naki Valley en Ouganda. Tous les réfugiés vivant dans ces villages touchés par cette épidémie ont été vaccinés. Ce vaccin a commencé à être distribué dans ce cas depuis mardi dernier. On donne-le seulement. Ce ne sont pas des comprimés. Tous les réfugiés, les adultes et les enfants ont bénéficié de ce vaccin. On passe dans toutes les maisons situées dans les villages qui ont été touchés
touchés par cette épidémie de choléra. Cette épidémie sévit dans ce cas depuis à peu près 3 semaines. Les administratifs et les agents communautaires ont donné leur retrait, donné prix utiliser l'eau du lac Nakivar et augmenter l'eau potable dans ce cas. Les réfugiés indiquent que cette épidémie a été causée par le manque d'eau potable dans ce cas, le manque d'hygiène, des toilettes publiques débordées et le manque de savon. Le cas de réfugiés de Nakivar en Ouganda abrite plus de 41 000 Burundais. Elvis Nyomungiri, clôturons ce journal par cette triste nouvelle du monde médiatique burundais pour vous parler du décès inopiné de notre confrère Prosper Nzisalira qui prestait pour le compte de la radio Inzamba, une mort survenue ce jeudi 25 novembre 2021. La radio RPA présente ses condoléances à sa famille et à la radio Inzamba, Agate Kakawe. Que Dieu accueille Prosper Nzisalira dans son royaume. Et voilà, c'est sur cette page nécrologique que se termine le journal de ce 26 novembre 2021. Bonne soirée chez vous.